Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais effectivement essayer de vous expliquer pendant ces 10 minutes comment et pourquoi on manipule des atomes individuels ici au laboratoire Charles Fabry. Donc, je suis chargé de recherche au CNRS et donc je fais partie du groupe optique quantique. Et donc, quelques mots pour situer notre recherche. Donc, c'est de la recherche fondamentale qui est motivée plus par la compréhension du monde qui nous entoure que par la recherche directe d'application. Et plus précisément, il s'agit d'ingénierie quantique. Donc, depuis 20-30 ans, on sait manipuler des objets quantiques individuels. Donc, la physique quantique, c'est quoi? C'est ce qui régit le monde à l'échelle microscopique, à l'échelle des particules élémentaires, des atomes, des molécules. Et donc on sait maintenant manipuler des objets quantiques individuels. Ça a été reconnu par l'attribution du prix Nobel de physique à Serge Haroche et David Wineland en 2012. Ces objets quantiques, ça peut être par exemple des atomes, des ions, ça peut être des photons ou des choses fabriquées par l'homme comme des circuits supraconducteurs. Il y a bien d'autres approches. Et l'enjeu à l'heure actuelle, c'est d'essayer de contrôler non plus quelques objets quantiques, mais un grand nombre de ces objets. Et la motivation qui est sous-jacente, c'est qu'en utilisant les lois de la physique quantique, qui sont des lois non intuitives, on peut montrer qu'on peut faire certaines choses de manière plus efficace que ce qu'on fait à l'heure actuelle en utilisant les lois de la physique classique. Par exemple, on peut communiquer plus sûrement entre deux interlocuteurs, c'est le domaine de la cryptographie quantique. On peut aussi, pour certains problèmes, les résoudre de manière beaucoup plus efficace en utilisant les lois de la mécanique quantique qu'en utilisant un ordinateur classique. Et donc le but du jeu, très ambitieux, c'est d'essayer de fabriquer ce qu'on appelle un ordinateur quantique. Et il y a beaucoup d'activités théoriques et expérimentales autour de ce thème. Donc notre approche ici à l'Institut d'optique, c'est d'utiliser des atomes individuels qui sont piégés dans des pièges de lumière. Donc vous avez ici par exemple une petite matrice de 9 pièges optiques. Dans chacun de ces pièges, on est venu piéger un atome et un seul. Et l'idée, c'est ensuite de faire interagir ces atomes en utilisant ce qu'on appelle des états de Rydberg, qui permettent d'avoir des interactions très fortes, même lorsque les atomes sont séparés par des grandes distances. Donc à l'échelle atomique, plusieurs micromètres, c'est des très grandes distances. Alors, tout d'abord, comment fait-on pour piéger des atomes individuels ? On utilise de la lumière, c'est l'outil de base, et donc si on prend un faisceau laser, qu'on le focalise à l'aide de lentilles sur un spot de toute petite taille, donc typiquement 1 micromètre, on peut montrer que ça crée un piège pour des atomes. Alors, là on a créé un piège, mais ensuite il faut venir charger des atomes à l'intérieur de ce piège, et donc pour ça on a besoin d'avoir des atomes refroidis par laser, donc on utilise la lumière une deuxième fois, pour créer autour de ce piège un nuage d'atomes refroidis, donc qui sont à des températures très basses, très proches du zéro absolu, ce qui veut dire que leur vitesse d'agitation thermique est très très faible, de l'ordre de quelques centimètres par seconde. Et donc dans ces conditions, on peut arriver à piéger un atome de temps à autre à l'intérieur de ce piège microscopique ici. Alors comment on peut l'observer, cet atome qu'on a piégé? Encore une fois, on utilise la lumière. Cet atome, il émet de la lumière en permanence, il émet des photons, on peut les collecter à l'aide de ces lentilles et utiliser une caméra pour observer la présence ou non de ces atomes. Alors ça permet de créer un piège dans lequel on met un atome, et pour faire des choses intéressantes, comme je le disais, il faut essayer d'en avoir un grand nombre. Donc pour ça, on utilise des techniques d'optique assez simples qui consistent à utiliser essentiellement un réseau de diffraction qui est contrôlable par ordinateur, et qui permet, en imprimant une phase sur le faisceau de piégeage, de venir créer plusieurs pièges. Et donc je vous ai mis ici une petite galerie de pièges qu'on sait faire. Par exemple, on sait faire des matrices avec des petits nombres de pièges. Ici, vous reconnaissez la matrice que je montrais au début. On peut arranger nos atomes en cercle, selon des réseaux réguliers, plus ou moins compliqués. Donc ça, c'est le premier ingrédient, et si on fait par exemple une petite matrice de 9 pièges carrés comme ce que j'avais présenté tout à l'heure, donc ici, les ronds rouges, je les ai ajoutés pour qu'on sache où on a a priori un piège optique.
Voilà ce qu'on observe sur la caméra que j'évoquais tout à l'heure dans le laboratoire. Chaque fois que vous voyez un petit point noir ici à l'intérieur d'un cercle rouge, ça correspond à la présence d'un atome, et un seul atome, à l'intérieur du piège correspondant. D'accord ? Donc vous voyez que la matrice n'est pas remplie dans sa totalité à chaque instant, mais néanmoins ça nous permet de faire des expériences. Donc l'idée ensuite c'est d'avoir des interactions entre ces atomes, et pour ça on utilise des états de Rydberg. Donc là je suis obligé de faire un petit rappel de mécanique quantique très élémentaire. Vous savez sans doute que l'énergie d'un atome ne peut pas prendre des valeurs arbitraires, elle prend des valeurs discrètes. On a des niveaux d'énergie ici. Et en général, si on ne fait rien, l'atome se trouve dans son état fondamental, l'état de plus basse énergie. Ceci dit, rien ne nous empêche, à l'aide de lasers, de venir exciter notre atome vers des états d'énergie de plus en plus élevés. Et si on se rapproche, si on donne suffisamment d'énergie pour être très proche de ce qu'il faudrait pour avoir un électron qui est libéré par rapport au noyau qui le retient, c'est-à-dire ici ce qu'on appelle le continuum d'ionisation, on va appeler ces états très excités des états de Rydberg, du nom de ce physicien. Et ces états de Rydberg, pour se représenter un petit peu leurs propriétés, il est commode de revenir à une image classique de l'atome. Donc on sait bien que les atomes sont quantiques, mais si on a une image classique, par exemple de l'atome d'hydrogène, dans son état fondamental, il faut imaginer un noyau et puis un électron qui tourne autour à une distance très très faible. Un état de Rydberg, c'est encore un électron qui tourne autour du noyau, mais sur une orbite qui est beaucoup plus grande, et pour nos conditions expérimentales, c'est typiquement 10 000 fois plus grand que l'atome dans son état fondamental. Et donc ça, on peut comprendre intuitivement que si maintenant on prend deux atomes de Rydberg, on les sépare de quelques micromètres, le fait que ces orbites électroniques ont une grande taille va conduire à des très fortes interactions. Les deux atomes se comportent un petit peu comme des antennes, si vous voulez, et ces interactions peuvent être jusqu'à typiquement 1000 milliards de fois plus grandes que ce qu'on aurait entre des atomes dans l'état fondamental. Donc, maintenant, le but du jeu, c'est d'essayer d'avoir des interactions avec un grand nombre d'atomes, mais évidemment, si on veut faire des choses précises, il faut quand même s'assurer que dans le cas le plus simple de deux atomes, on a un bon contrôle de ce qui se passe, et c'est ce qu'on a fait dans les dernières années au laboratoire. On a pu mesurer ces interactions entre atomes de Rydberg. Donc une première mesure qu'on a faite, ça consistait à mesurer ce qu'on appelle l'interaction de Van der Waals, qui est une interaction très générale qui existe entre n'importe quel type de particules neutres. Donc si vous prenez des atomes, des molécules, à longue distance, elles s'attirent par une interaction qu'on appelle l'interaction de Van der Waals et qui décroît très rapidement avec la distance, puisqu'elle décroît comme 1 sur la distance à la puissance 6. Donc c'est quelque chose qui a des applications entre guillemets dans la vie de tous les jours. Si on peut par exemple liquéfier des gaz comme l'oxygène ou l'azote, c'est parce que ces molécules s'attirent à grande distance. Vous avez par exemple les propriétés d'adhérence du gecko, qui est un lézard un peu particulier qui peut grimper sans problème sur des surfaces de verre extrêmement polies. En fait, ça s'explique aussi par de l'adhérence Van der Waals. Dans le Science Break qui s'est tenu ici il y a quelques mois ou quelques semaines, l'adhésion moléculaire entre deux surfaces de verre superpolies, c'est aussi l'interaction de Van der Waals. Mais donc cette interaction elle est bien connue, mais on n'avait jamais jusqu'à présent pu mesurer directement entre deux atomes contrôlés par une distance séparés par une distance bien contrôlée cette interaction. Et donc ce qu'on a pu faire avec nos atomes de Rydberg, c'est mesurer cette interaction. Je ne rentre pas dans les détails, mais vous avez ici les points expérimentaux qui vous montrent, en fonction de la distance entre les atomes, la valeur de cette interaction, et on a pu vérifier que ça vérifiait bien cette loi. Donc ça permet d'avoir confiance dans les expériences qu'on fait. Plus récemment, on a pu mesurer un autre type d'interaction entre atomes de Rydberg qu'on appelle l'interaction dipôle-dipôle résonante. Donc dans ce cas-là, on a pris deux atomes séparés par 50 microns, donc à l'échelle atomique, c'est une distance complètement énorme, hein, c'est quelque chose qui est de l'ordre de grandeur de l'épaisseur d'un cheveu. Et dans ce cas-là, on prend un premier atome et on le prépare dans un état de Rydberg que j'ai appelé 1, un deuxième atome dans un autre état de Rydberg que j'appelle 0,
Et en fait, ce qu'on peut montrer, c'est que dans ces conditions, cette configuration peut se transformer en cette configuration-là, où le premier atome est passé de l'état 1 à l'état 0, et inversement, le deuxième atome est passé de l'état 0 à l'état 1. Et donc, en fait, au laboratoire, on a été capable de mesurer, en fonction du temps, quelle était la probabilité de se trouver soit dans l'état bleu, soit dans l'état rouge, ici. Et en fait, ces probabilités oscillent au cours du temps. Et donc, ici, c'est une réalisation minimaliste, avec simplement 2 atomes, d'un phénomène physique qui en fait se produit dans des tas de circonstances. Par exemple, le transfert d'électrons entre molécules, le transfert d'excitation entre molécules dans la photosynthèse repose exactement sur le même mécanisme. Donc les perspectives, on a pu mesurer précisément les interactions entre 2 atomes, on a pu faire des matrices avec un grand nombre de pièges. Donc maintenant, il faut mettre ces 2 choses ensemble. Très récemment, on a eu des premiers résultats avec une dizaine de particules, et on s'achemine lentement mais sûrement vers l'étude d'un système quantique très contrôlé avec un grand nombre de particules. C'est le domaine de la simulation quantique. Et donc évidemment, tout ça, ça ne se fait pas tout seul. Donc c'est un travail d'équipe. Donc je tiens à remercier mes collaborateurs, aussi un certain nombre de personnes qui sont dans le public des services généraux de l'Institut, sans qui on ne pourrait pas faire ce travail. Et puis je vous remercie pour votre attention.